Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Livia Arcé. Pour cette 3e discussion avec Livia sur le podcast, nous avons aujourd'hui voulu échanger sur le sujet du deuil. Le deuil fait partie de notre vie, pourtant il est plein d'idées reçues et on en parle très peu. Qu'il s'agisse de la perte de notre animal, d'un changement important dans son comportement, ou même simplement de son arrivée, il n'est pas rare de devoir traverser une phase de deuil. C'est pourquoi il nous semblait important de partager ici avec vous ce qui peut l'être. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Livia. Salut Livia. Coucou. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon, je suis ravie de t'accueillir pour la 3e fois sur le podcast. Tu es donc, tu reçois la palme de l'invitée la plus récurrente. Ouais, c'est toujours un plaisir, merci à toi. Bon, je suis ravie de faire cet épisode avec toi, même s'il est un peu spécial, parce qu'aujourd'hui, on va parler du deuil. Thème très, très souvent demandé, à la fois de ton côté avec ta communauté sur les réseaux et moi via les auditeurs du podcast. Donc, je suis ravie de faire cet épisode, même si on y va toujours un peu à reculons. Mais c'est important d'en parler. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être... pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore écouté les 2 autres épisodes que tu as enregistrés avec moi sur le podcast, qu'est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Livia, je suis l'humaine de 3 chiens, dont un qui n'est plus là depuis janvier. Donc on avait déjà parlé, mais Django, Nazca et Néliel. Et moi du coup, je suis éduc canin et je suis aussi psychologue pour humains, ce qui fait que voilà, mes pratiques s'entremêlent un petit peu, surtout dans le dernier dispositif dont on avait aussi parlé. Game of Pause, dans lequel je travaille avec Morgane Boroviac, psychologue aussi, et dans lequel on propose différents accompagnements pour particuliers professionnels qui ont des animaux, et autour de tout ce qui va être psycho, prise en compte de l'humain, tout ça. Trop cool. Et donc, du coup, si vous voulez aller écouter ces 2 autres épisodes pour en savoir plus sur Livia et toutes ses multiples activités, donc il y a l'épisode, je crois, oulala, je vais me risquer à me mettre des chiffres, mais je crois que c'est l'épisode 30 sur le puppy blues, l'épisode sur la prise en compte de l'humain. Je vous mettrai les 2 épisodes en barre d'infos de celui-ci si vous voulez aller l'écouter juste après ou juste avant. Vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, c'est placé. Bon, Livia, on va raconter l'histoire de cet épisode parce que c'est toi qui est venue me voir en me disant « Bon, ça y est, Claire, je crois que je suis prête à parler du deuil. Est-ce qu'on peut le faire sur ton podcast ?» Et je te dis « Oui, bien sûr, viens. » Et c'est à peu près tout ce qu'on s'est dit. C'est vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui t'a fait un peu de déclic à te dire « Ok, c'est bon, je crois qu'on peut en parler. » Alors déjà, l'envie d'en parler, c'est parce que, comme je l'ai dit avant, le 26 janvier, il y a Django qui est parti un peu inopinément. Il n'a pas prévenu du tout. Et j'ai la chance d'avoir une communauté sur les réseaux qui est très ouverte, très accueillante et pour la grande majorité très bienveillante aussi, qui fait que je me sens assez libre de partager un tas de choses, dont mon long périple avec mon deuil. Et du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de pouvoir en parler un petit peu comme je l'avais fait avec le Puppy Blues. Et puis au final, j'arrivais pas à trouver une manière de l'écrire, parce que c'était au début sous forme d'article qui me semblait assez humaine, sans cette froideur comme ça de l'écrit. Et du coup, je me suis dit que j'allais te demander si on pouvait en discuter, parce que je trouvais cette plateforme assez safe aussi pour pouvoir déposer ce sujet-là. Et de pouvoir répondre aussi à un besoin, j'ai l'impression, chez les personnes qui ont des animaux ou pas, mais de parler du deuil, qui est un sujet un peu tabou. Ouais, c'est clair, on n'en parle pas beaucoup. Et en plus de ça, ça recouvre pas forcément que la partie décès, on va dire. Ça englobe beaucoup d'autres choses dont on a
un peu brièvement parlé de manière assez éparse au travers des épisodes. Donc, je suis contente de consacrer vraiment un épisode là-dessus. Et merci beaucoup pour ta confiance que tu m'accordes une nouvelle fois. Donc, je suis vraiment honorée. Peut-être qu'on peut commencer par une définition du deuil. Oui, alors peut-être la définition avec mes petits mots. Alors la définition un peu générale, ce serait que c'est la mise en place d'un processus intrapsychique, à la fois comportemental, cognitif, socioculturel, face à la perte définitive d'une personne, un décès, d'une situation, que ce soit une rupture amoureuse, un divorce, un emploi, ou bien encore d'un objet. Ça, c'est avec les grands mots. L'idée du deuil, c'est un petit peu l'expression de faire son deuil. Ça veut un petit peu dire, on va dire, passer à travers sa douleur. Et la douleur, on peut la ressentir à plein de moments aussi différents. L'idée du deuil, je dirais que c'est vraiment à partir du moment où on a investi quelque chose sur un objet avec un grand O, une personne, un animal, une situation, un projet, une idée, une envie, quoi que ce soit, à partir du moment où on a investi des choses là-dedans et que cette chose n'est plus possible, n'est plus accessible, et bien cet investissement-là, on se le reprend un petit peu en pleine poire, en quelque sorte. Et il va falloir un peu composer avec. Pas sûr que mes mots étaient plus simples que la définition en tant Si, que telle, je crois. Si. Ok. Enfin, Ok, déjà, merci pour cette contextualisation qui est quand même importante quand on parle de notions aussi importantes et aussi méconnues au final, parce que je crois que tout le monde a déjà prononcé ce mot un jour, mais une fois qu'on travaille un peu dessus, ou en tout cas qu'on s'y intéresse de plus près, on voit que c'est un peu plus large que ça n'y paraît. Il me semble qu'on parle de phases dans le deuil. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors je peux en parler. Après, je pense que je vais faire mes petits warnings aussi concernant ces phases et je vais juste appuyer aussi sur le mot socioculturel là, que j'ai donné avant dans cette définition parce que, bon, alors c'est un concept qui nous vient tout droit de Sigmund Freud. Mais il faut comprendre que du coup, c'est vraiment pris dans la psychanalyse qui elle-même est prise vraiment dans son époque, dans sa culture. Et le deuil, on ne le vit pas de la même manière en fonction de la culture dans laquelle on évolue. Et donc il y a une dimension culturelle, mais il y a aussi une dimension individuelle, c'est-à-dire que ces phases-là, il ne faut pas les prendre de manière trop rigide. On n'est pas obligé de passer partout dans l'ordre. C'est un petit peu comme les émotions, tu sais, c'est pas quand on est content, on est juste content. Et genre si content c'est la couleur jaune, on est tout jaune. On est content, puis un peu de colère, un peu de dégoût, un peu de ci, un peu de ça, toujours. On est toujours une belle palette d'aquarelles bien mélangée, et c'est un petit peu pareil pour le deuil. Mais du coup, par rapport aux phases du deuil donc, qui avaient été avancées par Elisabeth Kubler-Ross, on retrouvait déjà l'étape de choc, la première, on a le déni, la colère, une petite entre-étape de marchandage, la tristesse, suivie de la résignation, et suivie de ce qu'on appelle l'accueil, l'acceptation. Au-dessus, pour certains cas précis, on peut même parler de reconstruction, voire de sérénité à la fin. En gros, on a le chemin comme ça. Ouais, c'est pas mal d'étapes. Ouais, on passe par plein de couleurs différentes. Là, notre palette là, d'aquarelle, elle en gagne tout plein, avec différents reliefs, différentes nuances. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'être choqué. En fonction des circonstances de ce deuil-là, il n'y a pas forcément de choc. Il n'y a pas forcément de colère à proprement parler non plus. Et la colère, elle n'est pas forcément avant la tristesse. On peut tout ressentir en même temps, avoir du mal à dire, avoir du mal à faire, se couper parce qu'il y a trop en même temps. Mettre un peu en stand-by aussi et le faire plus tard. Oui, on peut très bien mettre en stand-by à un moment. On peut très bien déconnecter. Et le cerveau, très souvent, déconnecte plutôt. Et peut dire, je verrai ça plus tard quand je me sentirai en capacité de le processer un petit peu. Ce qui est intéressant dans le deuil et dans ce sujet-là, tu l'as mentionné, c'est l'aspect très individuel finalement que ça comprend. On peut théoriser un peu les choses, mais il n'en reste que dans l'expérience, quand on le vit, et même quand on le vit plusieurs fois, je pense qu'on ne vit pas forcément deux deuils, deux expériences de la même manière. Il y a un côté très individuel, très, très marqué là-dessus. Il y a des expériences aussi qui sont plus marquées que d'autres. Et donc, de fait, ça peut se matérialiser de différentes manières. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes manières dont ça peut se matérialiser, que ce soit personnellement, socialement, culturellement, parce que c'est aussi ça, c'est très, très propre à chacun. Il y a tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes.
Alors déjà, il y a pas mal d'écrits sur tout ce qui est des différentes manières de faire son deuil dans les cultures. Et c'est chouette, vous allez sur Cairn, et puis vous allez chercher vous allez trouver plein d'articles à ce sujet-là. Maintenant, en fait, si on veut, il y a autant de manières que de vivre qu'il y a de deuil, en quelque sorte. Et ça, c'est peut-être une chose qui est la plus importante, c'est de s'enlever ce poids-là, de se dire il faudrait que je fasse comme ci, ou il faudrait que je fasse comme ça, ou c'est pas normal de penser ci, ou c'est pas normal de penser ça. La dernière fois, j'avais eu pas mal de retours sur le fait que donner un peu des choses que moi j'avais pu penser, ça aide aux personnes à déculpabiliser un petit peu. Mais par exemple, je sais que après la mort de Django, il y a pas mal de fois où Nelly, elle se barrait derrière le gibier. Et en fait, je me disais, mais tu te rends compte, de colère dans ma tête, je me disais, mais tu te rends compte, tu m'as volé des années de vie avec mon chien, avec mon entre guillemets vieux chien, parce que t'es jeune et tu fais plein de conneries, etc., etc. Enfin, tu vois, ces ressentis de colère-là, je pouvais les dire, mais qu'à des personnes particulières. Parce que j'avais peur qu'on se dise, mais en fait, je suis un monstre de penser ce genre de trucs. Alors qu'en fait, il y a plein de pensées comme ça, de tristesse, de colère ou autres, qui sont tout à fait naturelles, en fin de compte, et chacun le vit à sa manière. On peut, je pense là au chien, du coup, tu m'as fait partir là-dessus, mais on peut reprendre un chien directement, on peut attendre de reprendre un chien. Il y en a, je sais pas si vous en avez déjà croisé, pour le coup, moi j'ai déjà croisé des personnes qui me l'ont dit, ils m'ont dit, j'ai eu un chien et j'en aurai jamais plus d'un dans ma vie. Je veux plus d'autres chiens, c'est celui-là et ce sera aucun autre. C'est une manière aussi de vivre avec son deuil. Et la manière de le vivre, du coup, ça touche pas mal de sphères différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une sphère physique d'épuisement, de fatigue, de difficulté à trouver le sommeil, de troubles alimentaires aussi. Et en même temps, il y a tout le contraire. C'est-à-dire qu'on peut se noyer dans le boulot, on peut se noyer dans les activités, on peut décider de tout plaquer, puis quitter, puis aller à l'autre bout du monde. Toute la sphère psychologique, évidemment, sur les émotions, les sentiments, toutes les pensées qu'on peut avoir, là dont je parlais un petit peu avant, mais ça peut être une espèce de colère de fond aussi. Tu vois, comme cette palette d'aquarelle, j'ai bien mis une belle plaque de béton au-dessus, mais en même temps, je capte que là, les mois qui sont venus après, les années après, j'avais moins de patience, j'avais moins de tolérance. Mon conjoint, ma conjointe est en capacité de me dire là, t'es dur. En ce moment, on te sent à fleur de peau. Et moi, je le ressens pas en tant que tel, parce que j'ai mis ma belle plaque de béton, mais elle n'est pas totalement imperméable. Et une dernière sphère aussi, qui est toute la sphère sociale et relationnelle, c'est on peut aussi vachement... ça reste une perte importante, et ça peut complètement nous impacter aussi sur notre manière de relationner avec les autres. Soit, encore une fois, de se noyer dans les gens, de rechercher un petit peu les sentiments qu'on ressent chez les autres, de venir questionner ou autre, de venir se rejouer, de venir se mettre dans des situations qui vont soulever comme ça des émotions, mais qui nous permettent, en fait, en fin de compte, dans la finalité, de les ressentir. Mais ça peut être aussi un isolement total et intégral. Le temps de ressortir de sa coquille. Cacher. Ouais. On n'en parle pas, on s'enferme, on avance, et puis... Et finalement, tout autant de techniques que la psyché, on va dire, met en place, non pas parce qu'elle a envie de nous embêter, mais parce qu'elle nous protège aussi. Qu'il y a potentiellement un mécanisme de défense qui est là pour dire, là, c'est un peu compliqué pour toi. On utilise quelques béquilles, et puis dès qu'on sent que tu vas mieux, on enlève les béquilles, et puis tu pourras ressentir, quoi. Il y a un truc que tu as mentionné qui est effectivement... qui, moi, me frappe, je crois, dans peut-être 90% des épisodes, c'est un sujet qui est abordé parce que je pose toujours la question à mes invités de l'histoire qu'ils ont eue avec les chiens. Est-ce qu'ils ont toujours baigné dans l'univers du chien ou est-ce que c'est arrivé plus tard ? Et donc, très souvent, il y a des souvenirs d'enfance associés aux chiens. Enfin, voilà, globalement, je pense que le chien, c'est quand même un thème assez universel. Ça évoque forcément quelque chose à des gens. Et donc, souvent, ça évoque aussi du deuil, parce que peut-être un chien qu'on a connu et qui n'est plus. Mais c'est vrai que je vois qu'à chaque épisode, finalement, ça me questionne moi aussi là-dessus. Et je vois que cette question du deuil, elle est omniprésente, en fait, tout le temps dans nos histoires. De manière générale, on est tous touchés de près ou de loin par ça. Et c'est ça aussi qui en fait que c'est difficile d'en parler, parce que ça constitue aussi qui on est. c'est un vrai sujet. Et effectivement, la dimension constante... Enfin, je sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de répit, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas de répit. Enfin, en tout cas, on voit que c'est là dans chaque histoire. Et que c'est aussi des fois des raisons d'être à de nouvelles histoires qui arrivent. Et je trouve ça vraiment
Je trouve ça vraiment touchant, mais marquant. Et ouais, et juste pour ça, je pense que c'est... Et des fois, c'est inconscient aussi. Des fois, c'est inconscient. Et dans nos métiers, on y est particulièrement... on est particulièrement exposé à la question parce que, voilà, c'est très souvent... Et d'ailleurs, quand tu nous avais dispensé le cours justement sur le deuil dans la formation l'année dernière, je me souviens qu'on en avait pas mal parlé et ça m'avait beaucoup marqué le fait que, voilà, qui arrive encore... qui arrive régulièrement, en fait, où on va chez des gens qui viennent d'adopter un chien. Le chien arrive parce qu'un précédent vient de partir ou est parti il y a plusieurs années ou plusieurs mois ou quelques semaines ou quelques jours. Et la manière dont c'est conscient ou pas à ce moment-là, au moment où nous, on arrive et on prend l'histoire, elle fait beaucoup de choses. Ça influence beaucoup la suite. Je me suis un peu perdue dans tout ça, mais... Non, mais complètement, c'est un événement de vie qui chamboule et qui heurte, mais aussi parce que... c'est très intéressant. Puis je pense pas que mon frère écoutera, mais on en parlait dans nos 20 heures de voiture là, pour rentrer d'Italie. Parce qu'on a dans notre société, alors je sais pas, je le dis comme ça, mais dans notre société, j'ai l'impression qu'on a ce culot de vivre comme si demain nous était dû, un petit peu. Et comme si on n'y pensait pas vraiment. Et en fait, il y a un moment où la mort vient heurter. Oui. Là, je parle vraiment d'un décès, du coup, où un décès vient heurter et ça met un stop dans le temps, mais un stop tellement bref et sec qu'il y a quelque chose où ça impacte et ça vient modifier aussi la personne ça peut venir en tout cas modifier la personne dans son fonctionnement. Et il y a quelque chose de définitif là-dedans qui donne un espèce de goût amer qui fait que on ressent plus forcément les goûts de la même manière après. Et en même temps, ça nous ouvre à toute une palette aussi de nouveaux goûts qui sont intéressants à expérimenter. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire qu'effectivement, c'est des sujets qui touchent, donc qui font que on peut aussi très facilement... Par exemple, là, depuis janvier, au début, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit « Tiens, lis-moi ce bouquin, lis voir ce truc, c'est très beau, cette vidéo en parle, c'est très beau. » Et moi... Alors, désolée pour les personnes, mais je refermais le message aussitôt. Je ne voulais pas. Hors de question. J'avais tellement envie de leur dire « Mais arrêtez, vous êtes en train de me secouer, je suis pleine de larmes, je ne vais pas arrêter de pleuvoir, quoi, c'est pas possible. » Donc, s'il y a des personnes comme ça qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire un stop, à revenir écouter plus tard, à prendre la dose dont vous avez besoin et puis à prendre soin de vous juste après. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais là, il y a vraiment le côté où c'est très personnel, ça vient impacter, ça ouvre d'autres portes. Et il faut le faire comme on se sent de faire, en fait. Je crois qu'il y a surtout ça. Il faut se laisser aller aussi à ce qui nous vient, à ce dont on a besoin sur le moment, parce que c'est tellement peu prévisible que faut aussi se faire confiance et se lâcher. Ouais. Il y a presque un peu des fois cette injonction à il faut faire son deuil, ça va passer, ça va aller. Et des fois, la réalité, elle n'est pas comme ça. Et on a besoin de prendre beaucoup plus de temps, mettre ça... et parfois prendre des années, ou des fois prendre vraiment beaucoup, beaucoup moins de temps et passer à autre chose directement. Mais c'est une dimension qui est hyper importante et je trouve que cette injonction à faut faire son deuil, elle est à prendre vraiment avec des pincettes, en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'injonctions qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai même envie de dire des pincettes de 3 km qui font qu'on les garde à 3 km. Mais parce qu'en plus, faire son deuil ne veut pas dire grand-chose. Enfin, dans l'expression de faire son deuil, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où... et ça aussi, je trouve, c'est d'une violence inouïe. Parce qu'on peut le vivre aussi d'une manière genre, ok, j'ai fait mon deuil, j'ai oublié la personne ou l'animal. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Je pense qu'une personne qui est en deuil, elle l'est toute sa vie. Parce que, à ce que je sache, personne n'est encore revenu de cette étape de mort, donc en fait, on y est encore, quoi. Et on y sera toujours, on devra toujours fonctionner sans cette personne-là. Et faire son deuil, c'est vraiment, comme je l'ai dit là au tout début, mais c'est passer à travers la douleur. C'est que finalement, c'est pas après la douleur, il n'y a plus rien. C'est après la douleur, il peut toujours y avoir la tristesse, une forme de colère aussi en fonction des situations. C'est simplement que ça ne nous empêche plus de fonctionner. On peut refonctionner, mais on a... Je veux dire, moi, je parle de mon chien là, mais il est toujours avec moi. Peu importe. Est-ce que ça veut dire que je l'ai oublié, que je ne l'ai pas beaucoup aimé, parce que là, ça fait que 6 mois, et que la personne que je connais, elle n'a pas mangé pendant 1 an, etc. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, et c'est d'une grande violence de se dire, parce qu'il y a quelque chose où ça retient aussi. De se dire, mais en fait, je vais m'accrocher à cette douleur parce que c'est tout ce qui me raccroche à ce que j'ai perdu. Et ça, c'est OK. C'est-à-dire que c'est totalement OK d'aller mal. À 100%, c'est OK d'aller mal, même très mal. C'est aussi OK à un moment, quand on se le sent, d'aller mieux. Ouais.
Je change un peu de sujet, mais je reviens quand même à des trucs qu'on s'est dit. Moi, je me souviens quand on avait enregistré l'épisode sur le Puppy Blues, je crois que c'est une des premières fois où on avait vraiment parlé du deuil, parce que justement, t'expliquais que l'arrivée de Néliel chez toi, c'était le deuil de ta vie avec que 2 chiens à ce moment-là. Alors, c'était dans un contexte plutôt cool, plutôt joyeux, parce que tu accueillais quand même un chien que tu avais voulu, que tu avais espéré désirer pendant longtemps. Mais il y avait quand même cette question du deuil qui s'était posée, et je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu à ce moment-là, on s'était un peu attardé sur le sujet à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'était aussi pour montrer que le deuil et le sujet du deuil, il est vraiment propre à plein de situations et pas forcément que à des personnes qui décèdent, dont la vie leur est ôtée, que ça peut aussi être des situations qui changent. Et pour revenir un peu sur le sujet de nos chiens, de nos vies avec nos chiens, en vérité, il n'y a pas du deuil que quand notre chien décède. Il y a aussi du deuil à plein de moments dans notre vie, dans la vie qu'on partage avec lui, parce que des situations peuvent changer. Complètement. Alors, je suis pas sûre que le moment du Puppy Blues ait été pour le mieux ou pour quelque chose d'agréable, parce que je sais pas si j'ai le droit de dire de gros mots, mais j'en ai vraiment chié à cette période-là. Mais effectivement, il y a quelque chose où en fait, on est en deuil plus souvent qu'on peut ne le penser. Ouais. On s'attarde pas sur la définition du deuil. Mais comme je disais avant, ça peut être autant la perte définitive d'une personne, dont on parlait là, mais ça peut être aussi une situation, une rupture amoureuse. Ça, on en parle un peu plus librement, de faire son deuil de la rupture amoureuse, de faire son deuil du couple, dans le divorce, mais ça peut être la perte d'un emploi aussi. Et dans l'idée d'une situation, il y a aussi une situation fantasmée ou une situation projetée, dans le sens où je me suis tout donné, je me suis défoncée pour avoir cette augmentation ou cet emploi-là. J'ai commencé à désinvestir mon emploi, moi, j'ai donné ça, j'ai déménagé pour être plus proche du nouvel emploi que je visais. Et puis à la dernière minute, je ne l'ai pas. C'est toutes des projections qui meurent, en quelque sorte. Mais ça peut être aussi une maison que j'ai voulu acquérir, ça peut être aussi, en termes familial, à un moment, de faire le deuil du parent dont on aurait eu besoin. De se dire, bah non, définitivement là, c'est pas à moi de faire le travail pour eux et j'arriverai pas à avoir les relations que j'aurais envie d'avoir, ou dont j'aurais besoin. Mais ça peut être aussi avec son animal. Ça, des fois, on peut avoir un peu plus de difficultés à s'en rendre compte, mais là, je pense à une personne que je connais qui a vraiment... on a sa jument, et elles se sont tout données parce qu'elles étaient à fond dans des épreuves X ou Y. Et la jument s'est blessée. Et le après est d'une douleur sans nom. Parce qu'il y a un deuil d'une vie rêvée, d'une activité rêvée. Mais c'est la même chose avec nos chiens. Bon, moi, quand j'ai eu Django... et que j'ai compris ce qu'était la réactivité, j'étais en deuil de l'image que j'avais du chien avec qui j'irai partout sans laisse parce que notre relation sera géniale et qu'il n'aura Dieu que pour moi et que c'est pour ça que j'ai pris un berger allemand et que blablabla. Pas du tout. Et que je peux même pas aller avec des potes et que ci et que ça. Ouais. C'est aussi une forme de deuil. Ces personnes qui ont des chiens qui font de l'anxiété de séparation, c'est un peu pareil, c'est le deuil de cette forme de légèreté au quotidien, pendant un temps, je vous le souhaite. Mais en même temps, même si c'est pas définitif, il y a quand même toute une période de travail où nos habitudes en prennent un coup. Mais tu vois, en t'entendant dire ça, je me dis que c'est presque un trait commun à toute problématique comportementale qu'on peut rencontrer avec son chien, en fait. Ou presque à toute problématique, même pas forcément comportementale, mais tout ce qu'on peut rencontrer avec nos chiens, à partir du moment où ils rentrent dans nos vies, on a forcément une image en tête de pourquoi est-ce qu'on prend le chien. Et je trouve que même si s'arrêter sur cette question, pourquoi est-ce qu'on a envie de prendre un chien, à quel besoin il va répondre chez nous, parce qu'on le fait avant tout pour nous. Qu'est-ce qu'on projette de faire avec lui? Tu disais de l'avoir en liberté avec nous partout, de l'amener partout avec nous, etc., de lui faire telle activité, tel autre truc, qu'il soit comme ci, comme ça, qui va être... Et en fait, à la fin, il arrive ce chien, ce chien X qui n'est pas forcément le chien dont on arrivait ou avec qui on pensait faire ça. Et en fait, finalement, à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, c'est ça aussi qui rend la vie avec un chien parfois difficile, c'est que quand on rencontre une difficulté avec son chien, parce qu'on le comprend mal, parce que
parce qu'il a finalement des peurs qu'on n'avait pas vu venir ou qu'il a des soucis ou des angoisses ou que sais-je, il y a un deuil à faire à ce moment-là, quoi. Complètement. Et j'ai presque envie de dire que, alors, des projections et de l'imagination, etc., on en fait tous à un moment ou à un autre. On en a tous, même si c'est très bref, même si c'est de dire, voilà, j'ai pris mon petit berger australien et je le vois déjà adulte, et nous, pouvoir faire des trucs adultes. Une image très, très... ça, c'est assez naturel. Maintenant, ce qui va dépendre aussi, c'est combien de billes j'investis dans cette projection-là. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont traverser plus en profondeur que d'autres en fonction de ce qu'elles ont investi, en fonction de ce qu'elles se reprennent dans la tête, en quelque sorte. Ouais. C'était tout là la définition aussi du début, c'est de voir que finalement, à partir du moment où on a investi certaines choses de nous, que ce soit une envie, des attentes, une sorte de fantasme, un besoin ou autre sur quelque chose, et que c'est pas possible, on se le reprend. Et cette phase, c'est toute cette longue phase d'acceptation, il faut la passer. Après, à quel niveau on la passe, ça dépend de ce qu'on a mis dessus, quoi. Il y a des personnes qui vivent très bien avec leur chien réactif. Hein. En tout cas, quand je dis qu'ils vivent très bien, c'est plus le côté où ça n'a pas forcément pété une image qu'elle s'était faite. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué, parce que c'est compliqué dans tous les cas. Mais en même temps, ça vient pas chambouler sur une marche qu'elle s'était créée pour s'appuyer dessus, pour avancer. Et c'est là aussi que je trouve que c'est important aussi on ne le répétera jamais assez, de s'informer avant d'accueillir un chien, mais typiquement, je trouve que, au travers de ces podcasts, que je suis la première consommatrice du contenu que je produis, mais je mesure à quel point ça peut permettre d'avoir des retours d'expérience, des histoires de finalement ça s'est passé comme ça, ou finalement j'ai vécu ça avec mon chien, etc. Moi, je recommande vraiment, et c'est aussi ça, mon cœur de cible avec ce podcast, c'est d'atteindre des gens qui n'ont pas encore de chien, pour essayer d'avoir des témoignages oraux, et comme tu dis, c'est un peu plus personnel que des témoignages écrits, de personnes qui ont des chiens, qui ont rencontré des difficultés avec, parce qu'on parle souvent de ça, parce que ça nous nourrit beaucoup, mais c'est aussi du deuil qui s'est créé à un moment donné, et si ça nous a nourri, et si on a retiré quelque chose, c'est aussi parce qu'on est passé par une étape de déconstruction, de deuil, et qu'on a cheminé dans la douleur que ça nous a amené à ce moment-là. Globalement, de s'informer avant de faire le choix de prendre un chien, ça contribue aussi à réduire peut-être la dureté, la difficulté qu'on peut rencontrer au moment où ça se passe pas forcément comme on l'avait projeté. Parce que ça se passe rarement comme on l'avait tout à fait projeté. En tout cas, alors je suis pas certaine que ça va venir apaiser d'une certaine manière ou baisser l'intensité à laquelle on peut le vivre. Après, d'en être conscient ou de savoir que ça existe, tu vois, c'est un peu comme le puppy blues, c'est rien que de savoir que ça porte un nom et que c'est pas juste nous qui déraillons, ça peut faire du bien. Après, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'est jamais préparé, parce qu'on sait pas, tu vois, c'est comme la charge mentale d'avoir un chien. Moi, je le vois quand je fais des séances pré-adoption, j'ai beau le dire, ça n'impacte jamais tant que tu te prends pas ces 500 kilos sur la tête. Le jour où il pose sa première patte chez toi, tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire. Et je pense que ça va avec le deuil, en fait, ça vient avec. Ça, pour le coup, je peux échanger pas mal de manière assez libre avec des personnes que j'ai en clientèle. Certaines, c'est ok, elles s'étaient préparées et ça va, ça pique un petit peu quand même, à certains moments plus que d'autres. Tu vois, genre par exemple, quand elles se disent « Ok, là, j'aurais bien aimé aller boire un verre avec mes copines juste après le travail, mais non, parce qu'il y a ça. » Ça peut piquer un petit peu là, pas tant sur le côté frustration, mais plus sur le côté « Ouais, c'était vraiment une habitude que j'avais. » Et là, cette habitude-là, la plus fréquente que j'avais, je pourrais vraiment pas l'avoir, c'est-à-dire que mon quotidien a vraiment changé. Tu vois, certains, ça va être là-dessus, et d'autres, ça va être un gros poids comme la charge mentale qui vient, et c'est des grosses angoisses qui sont soulevées, parce que c'est « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre ?» Et sur le versant du deuil, ça te tombe sur la tête et c'est « Mon Dieu, mais en fait, je pourrais plus jamais vivre ce que j'ai vécu avant. » Du coup, ça permet au moins de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas en train de dérailler, parce qu'apparemment, ça inquiète beaucoup de personnes de savoir qu'on peut dérailler. Mais après, si on doit le vivre, on le vivra en quelque sorte, quoi. Ouais. Ça fait un peu fataliste, mais...
Non, je crois pas que ça se fatalise, mais en tout cas, je trouve que... Enfin, tu vois, je sais pas, pour revenir sur mon expérience, là, Siobhan est arrivé il y a 4 mois et demi, maintenant, à la maison. Ça a été une assez courte préparation par rapport à ce que j'avais pu mettre avant d'avoir Charlie. Voilà, en durée, en tout cas, ça a été très, très différent. Et en concentration aussi, du coup. Et j'avais un peu peur, tu vois, de ce côté, du côté Puppy Blues. Évidemment, je suis plus informée que quand j'ai eu Charlie la première fois. Donc, voilà, je savais que ça serait moins violent qu'avec Charlie. Mais je pense que d'avoir été autant informée, d'avoir aussi pu prévenir aussi ce côté-là, parce que je savais que, voilà, bon, ça allait arriver dans une période où... elle allait arriver dans une période où forcément, ça serait pas hyper évident pour moi, mais c'était quand même le bon moment pour qu'elle arrive, etc. Donc, pouvoir aussi prévenir ce côté-là et me dire, ok, j'ai tel et tel plan B, tu vois, je vais pouvoir organiser ma vie pour que quand même avoir des moments un peu soulagés, tu vois, et venir prévenir ça plutôt que de tout se prendre dans la figure en étant tout seul à gérer ce chiot-là qui vient d'arriver. On revient sur le sujet du chiot et du puppy blues, mais pour moi, c'est une expérience quand même, et pour toi aussi, qu'il a vécu assez douloureusement. C'est quand même pas rien. Donc, je trouve que le fait d'informer, le fait de s'informer aussi avant de faire les choses, avant que ça n'arrive, ou de savoir que ça pourrait changer et être autrement, même si ça n'enlève rien au moment où on vit, à la manière dont on va le vivre, en tout cas, ça peut permettre de s'y préparer quand même à minima, je trouve. Mmh. Oui, alors moi, tu sais, je suis très partisane de tout ce qui est des nuances, donc en fait, puis de tout ce qui est très individuel. Donc, je pense qu'il y a vraiment, pour une grande partie, c'est quelque chose de très rassurant. Et ça permet de se préparer, d'avoir quelques petites billes un petit peu. Et pour une autre partie, et du coup, ça me permet aussi de m'adresser à cette autre partie-là, que si on est quelqu'un de très anxieux, des fois, on peut aussi j'ai presque envie de dire, de se nourrir. Et comme le champagne, tu vois, on monte la pression et puis après, poc, et puis ça explose, alors que peut-être que ça n'aurait pas été le cas si on n'avait pas... Mais aussi parce qu'en fonction... En fait, l'idée, c'est plus de dire, renseignez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de vous plonger et de connaître les moindres détails du truc, d'exactement comment ça va fonctionner, parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, et dans tous les cas, il y a toujours des personnes autour de vous, alors que ce soit amis, famille ou professionnels, il y a toujours des aides et des ressources à convoquer pour sortir de là. Oui, et alors, c'est bon, je ne pensais pas partir sur ce sujet-là spécifiquement, mais c'est vrai que, pareil, pour rester sur ce point préparation à avoir un chien et ce que ça fait quand il arrive, typiquement, on peut voir aussi l'effet inverse, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est un peu de crier avant d'avoir mal, l'aspect... très, très, voire trop informatif. Moi, j'ai quelques clients, j'ai la chance d'avoir quelques clients qui écoutent beaucoup, beaucoup de ce podcast ou qui ont écouté beaucoup le podcast avant de me contacter, et donc avant d'avoir un chien, et qui ensuite ont un chien, et en fait, en savent tellement, ou ont tellement cherché, ou ont accumulé tellement d'informations, qu'une fois que le chiot est là, c'est très, très compliqué. Je pense à quelques personnes qui se reconnaîtront si elles l'écoutent. Mais qui est une autre